L'exercice numéro 26 est un exercice qui va venir étoffer notre connaissance, nos connaissances sur un point de cours particulier, c'est-à-dire la nature et l'intérêt d'introduire un couple de variables aléatoires. On va déjà lire l'énoncé, j'ai déjà souligné les mots importants pour bien voir la situation probabiliste. On dispose, dit l'énoncé, de n boîtes numérotées de 1 à n. On vous dit que la boîte numérotée K contient K boules numérotées de 1 à K. On vous dit qu'on choisit au hasard une boîte. Alors ce mot-là, on sait qu'il a une importance cruciale lorsqu'il s'agira d'identifier les lois auxquelles on a affaire. Puis on choisit une boule dans cette boîte. On note X le numéro de la boule et de la boîte, pardon, et Y le numéro de la boule. On nous demande de déterminer la loi du couple XY, puis de calculer la probabilité de X est égal à Y, puis de déterminer la loi de Y et son espérance. Alors je trouve que la lecture de cet énoncé est intéressante, dans le sens, de toute façon c'est toujours intéressant de lire un énoncé totalement, ça je vous l'ai répété des milliards de fois, mais vous voyez bien que se dessine un timing dans l'exercice. On va déjà déterminer la loi du couple, puis une de ces lois marginales, en l'occurrence ici la loi de Y, puisqu'on va vite s'apercevoir que la loi de X, elle est directement identifiable par la lecture de l'énoncé. Donc on va voir le timing justement intéressant quand on étudie un couple de variables aléatoires, c'est-à-dire que la loi de couple va se calculer avec un éclairage sur une condition. On va conditionner certains événements, ce qui va donc permettre de récupérer la loi du couple, puis évidemment la loi de Y, puisqu'on sait qu'une fois qu'on a la loi du couple, les lois marginales, elles s'obtiennent assez facilement et assez naturellement. Bon, allez, stop le blabla. Là, on va passer maintenant à l'exercice. Donc déjà, on vous dit que X, c'est le numéro de la boîte. Donc on peut déjà dire que X de oméga, ça va être l'intervalle d'entier 1n, puisque le numéro de la boîte qu'on choisit de manière aléatoire, ça peut être n'importe quel numéro entre 1 et n. Et le terme au hasard précise que la probabilité de choisir la boule numéro K est la même que de choisir la boîte numéro J avec J différent de K. On a donc affaire à une loi uniforme sur l'intervalle 1n, ce qui nous permet donc déjà de dire que la probabilité que x soit égal à k, et ceci pour n'importe quelle valeur de k entre 1 et n, ceci est un 1, même si c'est un 1 circulaire. La probabilité donc de x est égal à k est égale à 1 sur n. Donc voilà pour la variable aléatoire x. Pour elle, il n'y a pas le moindre doute dans l'énoncé. L'énoncé est parfaitement clair. Alors maintenant, on nous dit que y c'est le numéro de la boule qui est piochée dans l'urne et on nous demande de déterminer la loi de y. Alors justement, cette loi de y, on peut pas, enfin, la loi du couple. La loi du couple, on ne peut pas la calculer directement, il va falloir avoir un éclairage par un conditionnement. Et cet éclairage, il est quand même assez naturel vu l'énoncé. Réfléchissons. Pour savoir quel numéro de boule on va tirer, il faut quand même avoir une petite idée de la boîte dans laquelle on va la tirer. Parce qu'évidemment, si on se trouve dans la boîte numéro 10, on ne pourra pas y tirer la boule numérotée 12 ou numérotée 13. Puisque dans la boîte numéro 10, on ne trouvera que des numéros de boules de 1 à 10. Donc on voit que ce qui paraît très intéressant à calculer, c'est se fixer donc un indice i. Alors je vais y arriver cette fois-ci à faire un 1. Voilà. Entre 1 et n, et un indice j entre 1 et n. Et ce que je vais calculer, c'est la probabilité de tirer la boule numérotée J, sachant que je pioche dans l'urne, dans la boîte numéro I. Cette probabilité, elle est évidemment intéressante à calculer, elle est déjà directement calculable, puisque à partir du moment où on sait qu'on pioche dans la boîte numéro I, on sait exactement quelle est la constitution de cette boîte. Cette boîte, elle va contenir I boules. Donc la probabilité d'y puiser la boule numéro J sera, alors une chose est sûre, ça sera déjà 0 si J est strictement plus grand que I, ça c'est l'évidence. Et ça sera 1 sur I si I est inférieur ou égal à J. Si J est inférieur ou égal à I. Ça encore une fois, c'est parce que la loi de Y sachant X égale I
est une loi uniforme sur l'intervalle d'entier 1i. Alors je vais l'écrire, hein. La loi de y, sachant l'événement x est égal à i, est uniforme sur l'intervalle 1i. Voilà ce qu'on peut déjà déclarer. Alors, connaissant cette loi, évidemment, maintenant, la probabilité de l'intersection est une formalité, puisque par définition des probabilités conditionnées, la probabilité que x est égal à i inter y est égal à j est égale à probabilité que y soit égal à j, sachant x est égal à i, multiplié par la probabilité que x est égal à i. Cette produit de probabilité va donc donner, il suffit de regarder la loi de x et il suffit de regarder la loi de y sachant x égale i, ça va donc donner 0 si j est strictement plus grand que i, et ça va donner 1 sur in si j est inférieur ou égal à i. Donc là, on dispose de notre loi conjointe, hein, la loi conjointe du couple xy, elle est directement calculable avec la formule qu'on vient de donner ici. Ce qui veut donc dire qu'on va pouvoir remplir notre tableau à double entrée que j'ai préparé ici. Notre tableau à double entrée va donc se remplir tout seul, puisque lorsque ici y est égal à 1, eh bien la probabilité qu'on va récupérer va être égale à 1 sur n, et on a dit 0 pour toutes les autres valeurs. Lorsque on se place dans le cadre où i est égal à 2, on va récupérer donc 1 sur 2n, 1 sur 2n, puis des zéros partout ailleurs. Bon, et etc. On va constater en appliquant cette formule que les termes sur chaque ligne vont être égaux et que ça va systématiquement s'arrêter à la diagonale. Et sur l'avant-dernière ligne, ça sera le même genre de choses avec des 1 sur n fois n-1 jusqu'à le terme de la diagonale, ici 0. Et sur la dernière ligne, on va récupérer que des termes qui sont égaux à 1 sur n carré. Donc là, voilà ce qu'on récupère jusqu'à la diagonale, et là on va évidemment jusqu'au bout. Donc là, on vient bien de répondre à la question où il était question de déterminer la loi conjointe du couple XY. On l'a ici dans la version calcul, et là j'ai résumé évidemment le tout dans un tableau récapitulatif qui va nous permettre d'ailleurs de calculer un petit peu plus tard les lois marginales, enfin, la loi marginale de Y puisque celle de X, on vérifiera que c'est bien ce qu'on a intuité dans l'énoncé, et la probabilité que X est égal à Y, puisque là encore une fois ça va quasiment directement se lire dans le tableau. Pour la question 2, où il est question de calculer la probabilité que x est égal à y, on va évidemment se servir du tableau qui nous donne la loi conjointe. Et avant toute chose, on va découper l'événement x égale y en l'union d'événements 2 à 2 incompatibles qui vont être directement calculables avec la loi conjointe. C'est-à-dire qu'on va réunir l'union pour k variant entre 1 et n de x égale k inter y est égal à k. Puisqu'on remarque que le support de la variable aléatoire x est le même que le support de la variable aléatoire y. Donc on peut bien découper cet événement en l'union incompatible, enfin l'union d'événements incompatibles donnés par ces événements-là. Donc moralité, la probabilité que x soit égal à y va donc être égale à la somme des probabilités des événements concernés, hein, puisque l'union est incompatible. Or, la probabilité que x est égal à 1, y égale à 1, c'est 1 sur n. La probabilité que les deux soient égales à 2, c'est 1 sur 2n. Les deux égales à 3, 1 sur 3n. Les deux égales à k, 1 sur kn. Donc voilà la probabilité qu'on récupère. Alors, une fois qu'on a mis 1 sur n en facteur, on va récupérer, si j'écris la somme en extension, 1 plus 1 demi plus 1 tiers plus etc. 1 sur n. C'est-à-dire on va récupérer le terme hn sur n. Donc voilà pour la probabilité que x est égal à y.
Alors il nous reste à déterminer la loi de y, hein, qui est une loi marginale du couple xy. Alors là, on va encore une fois refaire appel au tableau, puisqu'on a vu que sur ce tableau-là, on pouvait lire les lois marginales. Alors effectivement, c'est totalement possible, puisqu'on a vu par exemple, hein, que la probabilité que x est égal à 1, c'est la somme de tous les termes de cette ligne-là, qui mesure 1 sur n. La probabilité que x est égal à 2, c'est la somme de tous les termes de la ligne qui mesure 1 sur n. Idem pour la probabilité que x soit égal à 3, qui est égal à 1 sur n. Et jusqu'à la probabilité que x est égal à n, qui est égal à 1 sur n. Si je regarde maintenant la loi de y, ce qui m'est demandé, je vais regarder ce qui se passe directement sur la colonne numéro j, pour essayer de récupérer une formule générale. Donc on va récupérer des zéros hein, partout, sauf à partir de la ième ligne. À la ième ligne, on va récupérer donc du 1 sur jn, c'est le terme qui va être dans la diagonale. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, le terme qui est au dénominateur ici va augmenter. Voilà ce que je récupère, qui, après factorisation par 1 sur n, va me donner cette somme-là. Alors qu'on peut écrire sous cette forme-là, ou qu'on peut écrire sous une forme plus symbolique en disant c'est 1 sur n multiplié par la somme pour j variant entre k variant entre j et n des 1 sur k. Voilà comment je peux écrire le résultat final. On peut aussi l'exprimer en fonction de la somme harmonique, puisqu'il s'agit de hn moins hj-1 si on tient à l'exprimer à l'aide de la somme harmonique. Cette relation finale, évidemment, me donne la loi de y, et elle est évidemment valable quel que soit j compris entre 1 et n. Alors on peut regarder ce qui se passe au bord, notamment ce qui se passe sur la dernière colonne. Lorsque j est égal à n, j'ai qu'un seul terme dans la somme qui est 1 sur n, on récupère bien 1 sur n carré. Tout ça c'est donc parfaitement cohérent. On a bien regardé ce qui se passait au bord, tout se passe bien. Il ne nous reste donc plus qu'à calculer maintenant l'espérance de notre variable aléatoire. Alors pour l'espérance de notre variable aléatoire, on a évidemment, étant donné qu'on connaît la loi de y, on peut utiliser la définition du cours, la définition moderne avec la loi, c'est-à-dire c'est la somme des j, p de y est égale à j. La probabilité que y soit égal à j est égale à 1 sur n multiplié par cette somme. Ça c'est la somme pour j variant de 1 à n de j sur n multiplié par la somme pour k variant entre j et n des 1 sur k. Alors on est ramené à une somme double qu'on va essayer de clore. Déjà ce j sur n, on peut développer la somme, hein. C'est exactement ce que l'on fait si on écrit les termes en extension. Donc on développe la somme, on va récupérer j sur kn, et on va s'intéresser donc au calcul de cette somme. Étant donné qu'on a une somme double, la bonne affaire en général c'est de permuter les termes. Donc ici on va sommer sur un secteur a priori rectangulaire, puisque l'indice qui est là dépend de l'indice de départ. Donc on va voir que k est supérieur ou égal à j, et il est compris entre 1 et n. Donc voilà la somme qu'on récupère sur notre secteur triangulaire. Comme le but du jeu c'est d'inverser les sommes, on va déjà regarder comment varie k dans l'absolu. Dans l'absolu, k il peut aller jusqu'à 1 puisque les inégalités sont larges, et jusqu'à n. Et ensuite, une fois que k est fixé, lui, j, il varie entre 1 et k, donc de j sur kn. Ici, on peut factoriser de la somme tout ce qui ne dépend pas de j, donc on va pouvoir factoriser 1 sur kn. Multiplié par la somme pour j variant de 1 à k de j, c'est-à-dire la somme des k premiers entiers naturels. Et ça vaut k fois k plus 1 sur 2. Bon, alors il ne nous reste plus qu'une somme simple à calculer, enfin simple dans le sens où il n'y a plus qu'un symbole somme. Je vais déjà mettre en facteur ce que je peux mettre en facteur. Ce qu'on peut mettre en facteur ici qui ne dépend pas de k, c'est 1 sur 2n. Et ce qui va donc nous rester, c'est la somme pour k variant entre 1 et n
de k plus 1 une fois qu'on a fait la simplification par k. Alors si je termine le calcul de l'espérance ici, je vais donc récupérer tout calcul fait, donc la somme de tous les entiers entre 2 et n. Là j'ai plutôt intérêt à utiliser la linéarité de la somme, à vrai dire. Je vais récupérer un demi-facteur de la somme des n premiers entiers naturels qui vaut n fois n plus 1 sur 2, plus le terme 1 que j'additionne n fois, plus n. Si on développe maintenant l'expression, on va récupérer n plus 1 sur 4, plus 1 demi, et donc, si je réduis au même dénominateur, n plus 3 sur 4. Donc voilà le calcul pour l'espérance de y, qui se calcule en faisant une interversion de somme portée par des secteurs triangulaires. Voilà pour cet exercice, où je vous recommande un travail sérieux, notamment sur le passage de la première question à la troisième question, puisque finalement, pour moi, la deuxième question ne m'intéresse pas follement. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt le passage du calcul de la loi conjointe que l'on calcule à l'aide de conditionnement, et ça sera souvent le cas. Dans une loi conjointe, il y a une des variables aléatoires qui apporte un éclairage par rapport à l'autre variable aléatoire, puis récupérer la loi marginale en utilisant le tableau de la loi conjointe. Voilà pour un exercice à approfondir.